Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Alexandre Delval. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci de cet accueil. Mais je vous en prie, bienvenue. Et vous êtes auteur récemment de ce livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, que je vous présente, chers abonnés. N'hésitez pas à vous le procurer très vite. Un livre qui analyse un petit peu en profondeur et avec rigueur tous ces changements du monde, d'enjeux, de force, et quelque part qui analyse la nouvelle multipolarité. On utilise souvent ce terme aujourd'hui pour définir ces changements. Euh, alors, qu'est-ce que justement dans votre livre, qu'est-ce qui fait écho un petit peu à l'actualité et surtout vis-à-vis de l'Ukraine? Euh, Qu'est-ce qui a motivé aussi ce livre sur lequel vous avez travaillé longtemps? En fait, ce livre, je l'ai écrit parce que depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en février 2022, j'ai compris qu'on était en train d'arriver à ce que je craignais depuis 30 ans, parce que c'est pas pour faire celui qui savait, hein, et j'ai aucun mérite, mais déjà dans les années 97, dans mon premier livre, Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe, j'analysais la politique chaotique, expansionniste, l'ingénierie sociale et politique américaine et occidentale, l'expansionnisme de l'OTAN, et j'annonçais une guerre inévitable un jour ou l'autre avec la Russie, une guerre Occident-Russie. Et je lisais à l'époque Samuel Huntington qui parlait de l'Ukraine comme un pays tiraillé. Et je lisais également Brzezinski, c'est une tarte à la crème, le grand échiquier, qui lui-même parlait de l'Ukraine comme un pays charnière. Sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un empire. Donc nous, les géopolitologues, et tous ceux qui ont lu ce genre d'ouvrage, savaient parfaitement que l'Ukraine était un enjeu crucial pour la Russie et pour les États-Unis. Les États-Unis et l'OTAN savaient parfaitement que si nous touchions à l'Ukraine, ce n'était pas n'importe quel pays de l'étranger proche russe. À tort ou à raison, on n'est pas là pour défendre les Russes, hein. Moi, je suis avant tout pour la France. Donc, je ne serai jamais quelqu'un qui roulerait pour un pays étranger. Mais on n'est pas là pour dire les Russes ont tort ou ont raison. Le dernier rapport de la CIA que je viens de lire, là, vous savez, chaque année en France, le rapport de la CIA qui est préfacé par Facon, un ancien du journal Le Monde. C'est en gros, c'est pas vraiment un rapport, c'est un état des lieux que la C'est CIA fait de manière présente, périodique. périodique, qui présente souvent au Congrès américain. Après, il y a des questions des différents élus, etc. Il y a aussi la directrice du renseignement qui est là. C'est pas que la CIA, mais on appelle ça le rapport de la CIA. Donc, c'est pas un narratif pro-russe. Dans le dernier état des lieux de la CIA, 2025, début 2025, il est écrit noir sur blanc que la Russie ne pouvait prendre que pour un casus belli le fait que nous mettions notre nez en Ukraine. La CIA reconnaît que c'était dangereux pour la sécurité russe. La CIA reconnaît que les Russes ne pouvaient pas accepter cette ingérence dans leur étranger proche. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un narratif pro-russe, c'est un constat purement réaliste. Que fait aujourd'hui l'administration Trump qui veut essayer de limiter les dégâts? Ce serait une guerre inutile, fratricide, entre deux peuples finalement Historiquement, c'est de civilisation pas si éloignée que ça. Il y a des grandes différences, mais finalement, c'est quand même des blancs judéo-chrétiens. historiquement la Russe de Kiev. Et la Russe C'est les origines. et absolument. Et la Russe de Kiev, les origines russes sont à Kiev, mais surtout, les Russes eux-mêmes sont un peuple d'origine scandinave. Et parmi les premiers colons américains, après les anglo-saxons, il y a eu des Scandinaves. Donc en fait, ces deux peuples ne sont pas si éloignés que ça, hein. On retrouve d'ailleurs la blondeur dans les deux camps, etc. Et donc, Trump est civilisationaliste. Il a compris qu'il faut arrêter la casse, que le vrai ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Il est pour le pivot indo-pacifique que voulait déjà faire Barack Obama. Donc, c'est pas que Trump, sauf que lui, il est plus cohérent dans la chose. Pour revenir à ce qu'on disait, j'ai écrit ce livre parce que nous écrivions avec Pierre-Marie Gallois, mon maître en géopolitique, qui était c'était le créateur de la force de frappe nucléaire française et la dissuasion du faible au fort, Pierre-Marie Gallois, pour ceux qui ne le connaissent pas, un des plus grands stratèges français, mais également Pierre-Marie Couteau, Oui. Paul-Marie Couteau, Paul dans Marie les Couteau, années, oui. dans les années 97-98, il écrivait un livre, L'Europe vers la guerre. Donc tous les trois, nous avions ce diagnostic. Si l'OTAN ne sait pas s'arrêter, s'il n'y a pas un partage du monde entre zones d'influence pour la Chine, pour la Russie, pour l'Inde, alors ça paraît cynique, hein, c'est immoral pour beaucoup, c'est cynique, c'est pas juste,
Mais la géopolitique, c'est pas ce qui est juste ou pas juste. Quand vous êtes un grand empire, alors même si on dit que la Russie est ruinée depuis la chute de l'ex-Union soviétique, elle a quand même 7000 têtes nucléaires et elle a un pouvoir de nuisance énorme. Mais il n'y a que les plateaux télé qui considèrent que la Russie est ruinée. Hein. Quand D'ailleurs, on elle n'est voit pas qu'on ruinée. continue d'acheter du pétrole russe sans le savoir, puisqu'on passe par l'Inde, forcément. Mais Absolument. L'Inde, la Turquie et la Chine, ouais. et même d'autres pays qui revendent. Alors, j'ai interviewé 3 traders pour mon livre. Pour faire mon livre, moi, dans mes livres, je fais à la fois des sources ouvertes, quelques sources fermées quand on m'en donne, etc. Beaucoup d'enquêtes. Je vais sur le terrain quand je peux. Là, j'ai pas pu aller en Ukraine, mais j'ai beaucoup d'amis en Ukraine qui me donnent des renseignements tous les jours. Mais je suis allé en Russie 8 jours faire une étude sur les sanctions et pour voir des patrons français qui connaissent très très bien le monde russe, qui sont là depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et j'ai interrogé aussi les traders indiens, russes, anglais, espagnols et français. Donc j'ai essayé vraiment de voir ce que ce que pensent des traders de pétrole et de gaz. Ils m'ont tous dit, c'est une immense fumisterie parce qu'il n'y a rien de plus facile que de contrer des sanctions. Ça fait juste renchérir le prix pour le dindon de la farce qui croit vraiment aux sanctions pour l'Européen. Ça fait du gaz et du pétrole plus cher, mais les Indiens, les Turcs, mais aussi le Maroc est devenu un exportateur d'une part de produits dérivés pétroliers russes. La Tunisie maintenant, bizarrement, est un vendeur de pétrole dérivé, enfin de produits pétroliers dérivés. Oman exporte directement du pétrole russe jusqu'à Rotterdam. J'ai fait mon enquête et tous ces traders m'ont dit que effectivement la plus grande raffinerie indienne en achète un peu moins, ou même beaucoup moins, mais des raffineries moins exposées au système international, parce que les sanctions, elles frappent ceux qui sont exposés. Une sanction internationale, pour nos auditeurs, c'est pas une sanction internationale. Ces sanctions dont on parle, c'est des sanctions euro-américaines, fondées sur l'extraterritorialité, donc c'est d'origine américaine. Et ces sanctions extraterritoriales ne peuvent frapper un acteur que s'il est lié à un circuit financier occidental. De fait, si vous êtes hors circuit. Et si vous êtes hors circuit, vous pouvez acheter tout le pétrole que vous voulez et le revendre comme vous voulez. Et après, un intermédiaire neutre le revend à des Occidentaux. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on voit un petit peu les ressorts économiques qu'il y a derrière toutes ces politiques internationales. Et justement, je voulais en parler au début de cet entretien. C'était la visite de Larry Fink. On en parlait un petit peu en off, la visite de Larry Fink, patron de BlackRock en Ukraine, donc pour préparer un petit peu le terrain d'une suite au conflit, de la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce que de voir un groupe financier qui sera en Ukraine, dans un pays aussi qui est toujours l'un des plus corrompus au monde, est-ce que ça annonce pas aussi une défaite de l'Ukraine, mais du peuple ukrainien? Parce que si un groupe financier se déplace dans un pays, c'est surtout parce qu'il va en faire... on va vers un démantèlement, finalement. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que si on prépare la reconstruction, c'est que la paix va être inéluctable. Je dis dans mon livre, parce que dans mon livre, j'ai beaucoup de scénarios, je n'ai pas de certitude. C'est moins satisfaisant qu'un complotiste qui vous dit ça va se passer comme ça. Mais moi, j'ai pas cette prétention, puis je joue pas. Voilà, je suis un peu universitaire. D'humilité et de très. Moi, j'aime bien l'humilité. J'ai ma préférence, mais je fais que des scénarios pour Israël, pour l'Iran, pour l'Ukraine. Je traite plusieurs dossiers dans ce livre. Et parmi les scénarios, j'ai évoqué 2 séries de scénarios. La série de scénarios des 3 ou 4 scénarios de Chase, la Morgan Chase Bank. La Morgan Bank, donc, qui a un centre d'analyse géopolitique, JP Morgan, pardon, qui a un centre d'analyse géopolitique. Elle a fait 3 scénarios ou 4, ça dépend des variantes. Et après, j'ai fait mes propres 4 scénarios. Donc, ça fait beaucoup de scénarios, mais certains se recoupent. Et ce qui est certain, c'est que la JP Morgan, comme d'autres banques, parce que les banques sont quand même assez factuelles quand elles font des scénarios, elles ne peuvent pas trop se tromper. On ne peut pas laisser place à... Voilà, et même des groupes comme BlackRock, quand ils font leurs études qui sont liées à des possibilités de placement, ils ne peuvent pas trop faire d'idéologie. Donc souvent, c'est comme les journaux économiques, sont souvent les moins idéologiques de toute la presse. Et JP Morgan annonce une paix en 2026. C'est presque sûr qu'on va avoir la paix, soit avant Noël, soit juste après Noël. Donc 2026, on aura quelque chose qui ressemblera à un accord de paix. Par contre, j'en parlais avec Michel Gurfenkel, un très grand spécialiste d'Israël et des États-Unis, qui écrit beaucoup dans la presse américaine et qui est très, très informé. Après, c'est précaire tout ça, parce que si les démocrates reviennent, ils ne veulent pas l'Amérique repliée sur sa doctrine Monroe. Les démocrates sont globalistes. En gros, les démocrates veulent le Global America, et les républicains tendance MAGA et même un peu tendance Trump ou Vance veulent pas une Amérique isolationniste, ça c'est faux, ils ne sont pas isolationnistes à part l'extrême MAGA,
Mais Trump n'est pas un isolationniste, la preuve, Venezuela, l'Iran, mais il est un léger interventionniste. Il est pour un interventionnisme limité et il accepte l'idée d'un monde multipolaire. Ça rejoint votre première question. Trump, c'est pour ça qu'en sous-titre, j'ai mis Trump, le retour de Trump et la guerre en Ukraine accélèrent la désoccidentalisation du monde, ou la bascule. Premier titre, c'est ça, mais après on a mis la bascule géopolitique mondiale, parce que Trump, il se dit dépenser plein d'énergie pour démocratiser la Russie, faire de l'Ukraine un pays de l'OTAN, au prix d'une guerre qui va servir à rien entre nous et les Russes, qui peut finir en guerre nucléaire. Quel est l'intérêt? On ne pourra pas faire de business, on sera tous morts. Surtout qu'il y a cet aspect très populaire américain de Trump qui fait que il parle aux classes Absolument. les plus modestes, et ce sont eux qui envoient leurs enfants sur ces théâtres de guerre et qui les Souvent, perdent. c'est ça, absolument, vous avez raison. Dans les guerres, en général, le bourgeois arrive, c'est comme pour le service militaire en France, hein. Les gens de très haut niveau, ils avaient un service pépère, carrément, où ils ne partent pas de service militaire du tout. Et le truc armée de terre de base, dans la boue, c'était le plouc de base, hein. Et en Ukraine, les bourgeois ne font pas la guerre. Les bourgeois, ils payent entre 5 et 20 000 euros, suivant que ça soit un truc super blindé ou un peu moins, mais ils arrivent à ne pas être recrutés. Alors 5 000 euros, on te repousse à un an l'appel, et à 20 000 euros, alors on a carrément effacé des fichiers, on ne sera jamais convoqué. Donc en fait, tu payes, tu es tranquille, mais tu payes pas, tu meurs. Finalement, tout ce soutien qu'il y a eu à l'Ukraine pendant des années, ça a été finalement pour le sacrifice de la population ukrainienne. Oui, mais je le disais c'est pas pour me vanter, hein, mais avec d'autres, avec Paul-Marie Couteau, on le disait depuis des années, et même Kissinger l'a dit, ainsi que George Kennan, c'est pas n'importe qui. Je cite d'ailleurs une quarantaine de stratèges américains et occidentaux, essentiellement anglo-saxons, anglais, australiens et américains dans ce livre. À un moment, il y a un passage, une quarantaine de personnes qui ont été aux affaires, qui ne sont pas des pro-russes, ils étaient aux affaires américaines, démocrates ou républicaines, qui avertissaient depuis les années 90 du danger extrême de ne pas mettre de limite à l'OTAN et de limite à nos missiles et à nos antimissiles et à nos bases fixes ou tournantes. Parce qu'il n'y a pas que le traité. Si c'était qu'un traité, finalement c'est un bout de papier, un traité. L'OTAN, en fait, c'est rien. L'OTAN, c'est un traité. Ce qui compte après, c'est ce que fait chaque personne membre de l'OTAN, chaque personne morale membre de le l'OTAN. contributeur américain qui impose aussi sa... Et en plus, il y a le contributeur américain qui impose sa vue. Et donc, des grands stratèges comme Kissinger ou George Kennan, pour nos auditeurs, George Kennan, c'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui a conçu l'endiguement pendant la guerre froide, l'endiguement contre la Russie. Donc, on ne veut pas l'accuser d'être un Ruskov ou un ancien agent soviétique. Loin de là. C'est le spécialiste de l'endiguement. Kissinger, c'était le stratège de Nixon, et le stratège tout court jusqu'à sa mort 100 ans, il n'y a pas longtemps, la guerre était déjà commencée, la guerre en Ukraine. Eh bien, ces deux grands stratèges ont dit, dans pratiquement les mêmes termes, depuis les années 90 et encore récemment, la plus grande erreur de l'Occident a été l'extension démesurée de l'OTAN et des forces de certains pays de l'OTAN sur le jardin russe. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est du narratif pro-russe. Et en plus, ce qui est intéressant dans les avertissements de George Kennan, l'homme du containment, de l'endiguement, il ajoute: attention, la géopolitique, elle est interactive. Si je déstabilise un équilibre, parce que sous la guerre froide, il y avait un équilibre. Tu viens pas chez moi, je viens pas chez toi. On peut se faire la guerre dans certains endroits, mais là où c'est du sérieux, où il y a des missiles nucléaires, on touche pas. Il y avait vraiment une entente de gentleman pendant la guerre froide. Et il dit, attention, si on déséquilibre cette entente en profitant du fait que la Russie est un peu affaiblie, mais elle a encore 7000 têtes nucléaires. Et elle a encore de quoi avoir un gros pouvoir de nuisance. Ça va, comme elle va être frustrée parce qu'elle sent bien qu'on étend l'OTAN et les antimissiles, notamment en Pologne, en Roumanie, au détriment d'un empire, et ce n'était pas prévu comme ça avant, et parce qu'elle est faible, ça va générer des courants de revanchisme, des courants d'aigreur, de revanchisme, de désamour, parce qu'à l'époque, ils adoraient l'Occident. La Russie du Poutine II, et la Russie de Boris Yeltsin adorait l'Occident. Le Poutine I, c'est le Poutine soviète et espion. Le Poutine II, c'est le Poutine pro-occidental avec le maire d'Anatoly Sobchak, vous savez, le maire de Saint-Pétersbourg qui était le chef des libéraux. Et Poutine s'occupait des grandes marques et il était hyper occidental. Ce Poutine-là, il pouvait faire un deal et il a été frustré qu'on ait profité de sa faiblesse pour, je dis bien, rompre des accords qui étaient en place, de non-nuisance réciproque. Et donc, que nous dit Kissinger et George Kennan?
et c'est très intéressant, c'est que la géopolitique, elle est interactive. L'acteur, c'est un peu comme la physique quantique. Bien sûr, il y a une réaction Il y a une réaction, l'observation que j'ai sur un phénomène Mmh. va faire que ce phénomène aura lui-même une interaction. Il va y avoir un feedback. Bien Ça sûr. paraît difficile à comprendre, mais la physique quantique dit que l'observé va être différent par rapport à son observateur. Donc, si j'implique cette politique unilatérale qui va ne pas considérer les intérêts des Russes, du coup, les puissances, les forces, les partis politiques, le deep state, les militaires, les puissances revanchardes qui se sentent humiliés à l'intérieur de l'acteur russe, parce qu'un acteur est toujours multi-composé, Bien sûr. il n'y a jamais une seule tête. Les éléments les plus durs vont exercer des pressions sur les éléments les plus modérés. D'ailleurs, Poutine et Medvedev ont énormément changé. Ils étaient occidentalistes, ils sont devenus carrément maintenant alliés au Sud global, au monde musulman et à la Chine pour combattre un Occident considéré comme satanique. Donc ils ont énormément changé. Ils n'ont pas changé parce qu'ils masquaient leur jeu avant. Ils se sont adaptés. L'interlocuteur avait l'air friendly, ils étaient pro-occidental, et M. Boris Eltsine dansait le rock'n'roll en disant vive l'Amérique, etc. Il était question d'un rapprochement, Oui, même de l'Union européenne, de la Russie, voire même de l'OTAN, du côté russe, hein, au début heureusement, des années 2000, hein. absolument. Mais quand les Russes l'ont proposé, on les a carrément traités comme, pardon de l'expression, comme de la merde. On les les a plie, traités on les a avec un méprisés. mépris incroyable. Alors attention, je sais ce qu'on va me répondre, c'est pas parce que vous humiliez quelqu'un qu'il a le droit de vous buter. C'est comme le mec qui tue sa fiancée ou qui la passe à l'acide. Mmh. Ah ouais, mais elle n'a pas voulu de moi. Bien sûr, c'est absolument pas une excuse. Ou le mec qui viole quelqu'un parce qu'elle avait une jupe très courte. Rien ne justifie. Non, bien sûr. Donc quand on est humilié ou qu'on a un problème psychologique, ça justifie rien. Mais par contre, ça explique certaines choses. On avait un acteur qui était affaibli, qui était aigri, qui était un empire qui est en train de s'écrouler. Ben, il n'est pas content. Les forces de cet empire, l'état profond de cet empire rongent leurs freins. Et plutôt que de tendre la main ou d'accepter au moins de discuter poliment, on les a refusés pendant 20 ans à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'on a pris la Chine qui en pille Mmh. toutes les Bien sûr. données, qui en pille qui en viole toutes les règles, et on les a refusés dans l'OTAN. Il y avait pourtant un partenariat OTAN-Russie depuis les années 2000 qui fonctionnait bien, et la Russie avait même accepté des positionnements de forces de l'OTAN et occidentales, pas très loin de chez elle, en Afghanistan, en proposant même de collaborer avec nous contre l'ennemi taliban Mmh. en Afghanistan. Donc il y avait vraiment des coopérations qui commençaient à être stratégiques, et tout ça a été balayé d'un revers de main par George Bush fils, qui a commencé assez pro-russe. Il a invité 3 fois Poutine Poutine, oui, à ses visites. dans son ranch et tout. Il y avait vraiment une lune de miel, et tout à coup, sous le conseil des néocons, et bien tout à coup, là, cette politique du nouveau Moyen-Orient et cette politique, bien sûr, d'extension de l'OTAN et de vouloir changer le régime en Russie indirectement. Il y a eu aussi une volonté, on a la sensation, quand vous décrivez ça, je pense aux cartes qui sont présentes dans le livre de Brzezinski, justement, sur l'extension de l'OTAN tout autour de toutes ces bases autour de la Russie, on a vraiment la sensation de voir une Russie qui est encerclée. Ah oui, c'est Euh, clair, ça s'appelle le cordon sanitaire. Oui, tout à fait. Et finalement, on se pose même la question de, finalement, la stratégie, c'était pas aussi de couper l'Europe de la Russie. À un moment donné, la Russie qui aurait dû être le premier fournisseur d'énergie de l'industrie européenne. On pense à l'Allemagne. C'est clair. Est-ce qu'il y a eu cette volonté américaine de dire hors de question que l'Europe et la Russie s'unissent? Bien sûr, puisque ça, encore une fois, ça a été théorisé par de très nombreux néoconservateurs, ça a été théorisé par George Bush fils, ça a été théorisé par Donald Trump I. Le premier Donald Trump a guerroyé énormément contre Nord Stream 1 et 2. C'est pas lui qui l'a fait exploser, mais il traitait tout le temps même Mme Merkel de collabo. Il exerçait des pressions très très violentes, bizarrement plus que Joe Biden. Bizarrement, alors est-ce que c'est pour masquer un jeu? Mais Joe Biden a accepté finalement l'ouverture de Nord Stream 1 et 2. Mais c'est M. Trump qui l'avait bloqué. Donc vous voyez, avant Trump, pendant Trump et peut-être après, on a toujours des forces aux États-Unis qui ne veulent pas que l'Europe ait un gaz écologique et le moins cher. Contrat à long terme, gazoduc, c'est moins polluant, c'est plus sûr. Et comme c'est des contrats à long terme, c'est des contrats beaucoup moins chers parce que c'est du gazoduc. Et par contre, l'Amérique n'est pas trop ennuyée quand on achète du gaz russe par bateau, du gaz russe GNL. Pourquoi ?
Et là, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, on achète toujours du gaz et du pétrole russe. On a dit qu'on allait arrêter à partir de 2027. Nous sommes en fin 2025. Oui. Il reste encore un an à la Russie pour terminer sa guerre avant qu'on commence vraiment à ne plus acheter de gaz et de pétrole russe. Mais pour l'instant, le pétrole russe par bateau est légal et il a été augmenté. La part de l'importation de pétrole russe par donc GNL, liquéfié par bateau et ensuite regasifié avec des terminaux très complexes, très polluants, très anti-écologiques. Ce gaz-là n'a jamais été banni. Donc on voit bien que ce qui était prévu, ce n'était pas interdire du gaz russe vers l'Europe, c'était interdire du gaz russe rentable pour l'industrie européenne, bon marché, et surtout empêcher que l'Europe soit soudée à la Russie. Donc on veut bien du gaz russe quand ce sera des compagnies américaines qui vont le gérer. C'est ce qui est en train de se négocier. Dans le volet du plan Trump, il est question qu'on reconstruise l'Ukraine et qu'on utilise les 200 milliards de fonds souverains russes placés en Europe et confisqués par Euroclear. Il est question que ça soit utilisé pour reconstruire toute la zone, y compris la Russie et l'Ukraine, pour plein de business. Et il est question de redévelopper des champs de gaz très importants à Sakhaline, dans le nord de la Russie. Mais aussi, il y a déjà des boîtes américaines qui proposent de réactiver Nord Stream 1 et 2. Donc, et vous verrez, je le prédis, j'en suis presque sûr, je ne suis pas totalement certain, je prédis le jour où les Américains vont nous aider à acheter du gaz russe, mais qui sera en partie profitable à des entreprises américaines qui auront investi avec des Russes. On va se retrouver encore le dindon de la farce. Donc, ce n'était pas le gaz russe qui était mauvais. C'était qu'on dépende uniquement de Gazprom. En fait, la stratégie de Gazprom, du point de vue russe, c'était en fait fidéliser l'Europe, voire la contrôler indirectement. On voit que M. Schroeder avait été employé par Gazprom. Fidéliser l'Europe, la rendre dépendante directement au pouvoir russe par la stratégie du gaz. Mais si le gaz devient une affaire russo-américaine, ça gêne moins les Américains parce qu'ils ont leur part dans la gestion de ce gaz russe vers l'Europe. Donc voilà, vous avez raison, ce qui gênait les Américains, c'était un rapprochement Allemagne-Russie, qui est la bête noire de tous les stratèges américains. Et on a cité George Kennan tout à l'heure, il y a un autre George qui, lui, est beaucoup plus actuel, c'est le nouveau Brzezinski, George Friedman. Dans sa vidéo de 2015 et son ouvrage qu'il présentait au Chicago Institute, vous connaissez tous cette vidéo, pour nos auditeurs, elle est géniale, cette vidéo. La version française, l'extrait qui a été pris, c'est immoral, c'est immoral, c'est cynique, mais ça marche. Mais ça marche. C'est génial cette vidéo. Il annonce, et c'est l'homme qui conseillait la CIA et le Pentagone, hein, Stratfor. Il a créé une compagnie qui est aussi influente que Rand Corporation. Donc c'est quelqu'un qui compte dans le deep state américain, et il dit la pire configuration pour l'empire américain, car nous sommes un empire, au moins il les cache. Il dit c'est même pas la Chine, et encore moins l'islamisme radical, pour cause, ils l'ont favorisé. Il dit la vraie menace, c'est si l'Allemagne tourne le dos à l'Occident et se met beaucoup plus encore vers la Russie. Ou plutôt, qu'est-ce que va faire l'Allemagne, dit-il? Si l'Allemagne reste avec nous, pas de problème. Mais si l'Allemagne bascule trop vers la Russie, et elle est en train de le faire avec le gaz, elle va nous échapper. Et l'Allemagne plus la Russie, c'est le capital, l'intelligence, le savoir-faire, plus la force et l'énergie et les ressources. C'est une configuration qui est la seule qui peut détrôner la place de numéro 1 à l'Empire américain. Il le disait avant 2015. En sachant que l'Allemagne entraînerait avec elle le reste de l'Europe, la France. Bien sûr, l'idée c'est que l'Allemagne entraîne l'Union européenne. Bien sûr. Pour les Américains, l'Union européenne, ça n'existe pas. Il y a un peu la France pour le nucléaire et il y a l'Allemagne pour l'économie, mais c'est l'Allemagne le patron. Les Américains ont saboté l'Europe et la France. On peut dire que les Américains... Par rapport au diagnostic que vous faites, ce qui en sort... Les Américains ont totalement saboté l'Europe. D'ailleurs, depuis les lois de Joey D'Amato et Kennedy Burns des années 90, c'était des lois sous les démocrates, à l'époque de Bill Clinton, et le fameux stratège Edward Luttwak, qui est un stratège très connu en Amérique, israélo-américain, très très grand stratège. Moi j'ai lu plusieurs de ses livres, et c'est lui qui a créé l'idée de Grand Strategy. Il a écrit beaucoup de livres sur la stratégie, mais aussi sur la guerre économique. Et dans les années 80-90, Edward Luttwak, donc cet autre grand stratège américain, qui lui n'est pas mort, il dit il faut faire une economical warfare, une guerre économique. Et la guerre économique, elle doit être tournée contre tous les acteurs, y compris nos alliés. Et il propose de faire une guerre économique au Japon, mais aussi à l'Europe. Et c'est là qu'arrivent les lois extraterritoriales qui permettent de racketter n'importe quelle entreprise européenne, comme on l'a vu avec Société Générale ou BNP Paribas. Voire Alstom. Oui, la reprise d'Alstom, c'était encore pire que l'extraterritorialité. La reprise d'Alstom, c'était vraiment un coup monté pour faire
des attaques en justice ou en On y attaque arbitrage. parce que vous utilisez le dollar, vous êtes soumis à la juridiction américaine et donc on Absolument. est en droit d'enquêter, de On est en droit condamner. d'enquêter, on fait des pressions sur vous, et c'est pas une vraie justice, c'est des arbitrages. Et on vous dit, bah, soit tu vends ton truc, soit tu payes une amende, soit tu vas mourir. Soit on va tout te saisir, on va t'enlever les licences et tout. Et donc, à chaque fois, les acteurs. Mais Alstom, c'est encore plus complexe. Ça a mis des années. Il y a eu des emprisonnements. Il y a eu vraiment des sales coups, une véritable guerre économique. Et ça a été conçu dans les années 90 sous les démocrates et théorisé par le stratège Édouard Ludwig. Donc, c'est pas nouveau. Monsieur Trump, finalement, est juste moins hypocrite que les autres. Mais l'Amérique nous fait. Regardez Mitterrand. Dans le livre de Georges-Marc Benamour, Mitterrand dit l'Amérique nous livre une guerre insidieuse, une guerre qui ne fait pas couler de sang, mais une guerre tout de même. Donc Mitterrand, on ne peut pas l'accuser non plus d'être un grand pro-soviète ou pro-russe. Les socialistes n'ont jamais été pro-russes. Ceux qui étaient pro-russes, c'était les communistes, et pas tous. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose de connu depuis très longtemps, mais c'est toute ma théorie sur la culture américaine. Quand vous écoutez des musiques américaines, au karaoké, vous chantez de l'américain. Vos séries, c'est des séries américaines. Vos stars, c'est des Américains. Vos vêtements, c'est des trucs style américain. Vos applis sont américaines. J'ai pas fini. Et au cinéma, on va préférer un film américain. Gastronomie. Voilà. Que ce soit des gens un peu plus vieux que moi, c'est Elvis Presley. Plus jeune, ça va être Brad Pitt. Mais tous les Occidentaux sont totalement américanisés. Mais moi, ce qui me frappe quand je vais dans des pays arabes, ou quand je vais en Grèce, ou quand je vais dans des pays comme en Asie, eh bien, à part les Philippines, qui sont une colonie américaine, mais ces pays ont leur culture, ils ont leur rythmique, ils ont leur sonorité. En Grèce, que je trouve très intéressant, ils ont un peu Michael Jackson et compagnie, mais les Grecs, ils ont la moitié de leur musique dans une boîte de nuit qui sont des rythmes qu'ils ont depuis 2000 ans. Des rythmes traditionnels modernisés. À Naples, il y a encore un peu ça aussi, ou en Corse. Mais la grande partie des Occidentaux sont totalement américanisés dans leurs mœurs, leur mode, leur goût, leurs achats, leur fashion. Et donc, c'est pour ça que l'Amérique peut nous livrer une guerre économique impunément, tant que les leaders étaient polis, qui nous faisaient croire qu'ils nous aimaient bien. Il n'y avait pas de réaction. Trump nous aide, parce que Trump, comme il est vulgaire, et il dit carrément, toi, t'es un nul, t'es un faible, t'es un plouc, je vais t'écraser. Ouais. C'est tellement humiliant qu'il provoque une prise de conscience. Et pour la première fois, tout le monde dit, ah ben l'Amérique, c'est pas notre ami. On a enfin compris, mais parce qu'avant, ils faisaient la même chose, mais ils étaient polis. Oui. L'avantage de Trump, c'est qu'il est franc. On se rend compte en fait dans quelle situation on se trouve. Et ce que vous disiez quand vous citiez Mitterrand, ça me faisait penser aussi à ce qu'écrivait Alain Perfit dans C'était de Gaulle, ou dans ses échanges avec le général de Gaulle. Le général qui disait que cette Union européenne qui se construisait, qu'il voyait venir, c'était déjà les prémices, CK par la suite. Ça pouvait aussi prendre le chemin, et il le craignait, d'un cheval de Troie, qui permettrait justement aux Américains de prendre définitivement le contrôle sur l'économie européenne, mais donc sur toutes les politiques qui allaient suivre derrière. Et par rapport à ce que vous dites, ça fait un écho et ça se réalise finalement. Oui, ça s'est réalisé. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans une Europe qui a deux choix, parce que vous parlez... Inféodé aux Américains. Absolument. Dans le dernier chapitre de ce livre, justement, je propose une autre Europe. Je termine ce livre avec la réduction des libertés, le DMA, le DSA, mesures européennes pour contrôler en fait les réseaux sociaux, les médias, le flicage, le projet de Macron aussi, etc. Mais c'est venu de l'Union européenne, et j'explique qu'en fait, c'est parce qu'ils veulent nous faire accepter un saut fédéraliste. L'idée, c'est que les peuples doivent être pénalisés dans leur requête de souveraineté et d'identité. Il ne faut pas qu'on revienne à un souverainisme qui risque de revenir, parce que partout les partis souverainistes montent. Chega au Portugal, Vox en Espagne, Meloni en Italie, Orban, la Slovaquie, la Tchéquie, l'Allemagne. En Roumanie, ils étaient à 48%, l'Allemagne avec l'AfD, Farage en Angleterre qui est sur le point, s'il y a des élections, il est numéro 1, il gagne. Donc ça, c'est une révolution. La droite dure n'a jamais eu le pouvoir aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, le système, c'est qu'il est sur le point de s'écrouler. Parce que ce système, ce que j'appelle l'OIL dans mon livre, c'est un système qui a été inventé par les États-Unis pour masquer l'empire américain. C'est ce qu'on appelle le globalisme. Le mondialisme ou le globalisme, qui n'est pas innocent. C'est en fait un cache-sexe de l'empire américain. Mais les Américains se sont rendus compte que ça leur coûtait cher. C'est un fardeau, parce que l'idée de l'OIL, c'est de régenter tout le monde entier. Trump, il a été permis, on a permis qu'il arrive, parce qu'en fait, il faut faire des économies. En gros, c'est le côté épicier.
Mais les Européens naïfs continuent l'OIL de leur maître. C'est curieux, oui. C'est plus royaliste que le roi. Voilà, exactement. C'est plus d'actualité, mais Ouais. ces politiques sont toujours dans cette. C'est ça qui dans est cette vague. extraordinaire. Nous sommes en train de poursuivre le wokisme, le LGBTisme, l'antisouverainisme, le globalisme, le droit de l'hommisme, le juridictionnalisme, le normativisme, qui sont les inventions américaines, qui étaient en fait des superstructures, pour employer, vous citiez Marx tout à l'heure, des espèces de superstructures qui étaient là pour finalement légitimer juridiquement un impérialisme. Bizarrement, l'empereur ne veut plus trop mettre en œuvre ces normes. Il nous redonne de la liberté, à nous, les nations. Eh bien, les Européens ne sont pas contents. Enfin, les dirigeants européens ne sont pas contents. Ils voudraient que l'Empire continue à être globaliste. Et donc, ils le sont sans l'Empire. C'est de l'Empire américain sans les Américains. J'allais vous poser la question justement de ces dirigeants politiques européens, en tête les Français, Macron, les ministres qui se sont succédés à Bercy, avec Bruno Le Maire qui nous parlait de faire la guerre économique à la Russie, on a vu ce que ça donnait. C'est cette caste de politique, est-ce que finalement elle ne se retrouve pas à diriger contre ses propres populations? Oui, parce que cette caste, il faut bien comprendre qu'elle est liée à BlackRock, elle est liée à Vanguard, elle est liée à Uber, elle est liée à McKinsey. On l'a bien vu, l'affaire Macron-McKinsey, où on a donné à McKinsey, une boîte américaine, le boulot des hauts fonctionnaires français. Enfin, c'est hallucinant, alors qu'il faut beaucoup ne foutent rien, beaucoup travaillent. Mais moi qui étais fonctionnaire 12 ans, j'ai vu le nombre de fonctionnaires qui faisaient rien. On pourrait leur donner un peu plus de boulot. Non, on l'a donné à McKinsey. On voit bien qu'on a des fonds de pension qui rémunèrent souvent des hommes politiques avant qu'ils prennent le pouvoir ou juste après. C'est ce que j'appelle le syndrome Barroso. À peine quitte-t-il. Vous savez, Barroso, c'est l'homme qui, en fait, c'est l'homme qui a mis le feu aux poudres à l'Ukraine, parce que tout est lié. À peine quitte-t-il son poste de la Commission européenne, il est employé par Goldman Sachs. Inversement, après la période Salvini, quand Salvini a fait tomber le gouvernement en Italie, il y a eu un retour de quelqu'un qui venait de Goldman Sachs. Et avant encore, à l'époque de la crise financière, avec la Troïka, quand la Grèce, l'Italie étaient les mauvais élèves, il y avait déjà eu un professeur qui avait travaillé à Goldman Sachs. Si vous voulez, c'est quand même assez gros. Et on a Madame von der Leyen qui a négocié avec des SMS un prix d'achat 5 fois plus cher d'un vaccin qu'elle a obligé la Roumanie et plein de pays européens à payer même des années après la fin du virus. Les Roumains voudraient arrêter de payer, ils devaient encore payer les doses. Et elle a négocié tout ça par SMS, en violation totale du droit européen. Le mari. Moi, quand j'étais fonctionnaire européen, Parlement européen, je devais me faire un appel d'offres pour commander, j'exagère à peine, des stylos. On devait faire des appels d'offres pour commander n'importe quoi. Pour changer la douche d'un député, pour faire des appels d'offres. Enfin, ceux qui négocient qui va être le partenaire, au départ, ils font des appels d'offres. Mais là, pour des milliards et des milliards d'euros d'un vaccin qui est en fait un sérum et qui n'était pas un vaccin, et qui allait à un moment s'arrêter, elle a négocié trop d'années et 4 fois plus cher le prix, 4 à 5 fois plus cher. Sans appel. Et les SMS ont disparu quand il y a eu une enquête, ainsi que les mails ont disparu. Si vous voulez, on voit bien que tous ces gens et son mari travaille comme par hasard pour Monsieur Bourla. Une Big Pharma. Voilà, le mari de Madame von der Leyen, il travaille comme par hasard pour du Big Pharma, il travaille pour une boîte américaine d'ARN qui a touché des subventions européennes. Je le sais parce qu'en Italie, où je suis souvent, j'ai un club de géopolitique en Italie, en Italie, il y a eu un énorme scandale sur le fait que le mari de von der Leyen a ouvert 5 succursales vides, totalement vide, de sa boîte américaine d'ARN. J'ai oublié le nom de cette boîte, mais tout ça, c'est facile à retrouver. Et il a touché des subventions européennes au titre de la transition énergétique et de la santé pour des boîtes qui sont des coquilles vides d'une société américaine. Il faut le faire quand même. Alors là, qu'on me dit... Alors bien sûr, Madame von der Leyen dit lui, c'est moi, lui, c'est lui, moi, c'est moi, on n'a rien à voir. Enfin, je pense que quand le mari de von der Leyen demande des subventions pour sa boîte, il y a quand même pas mal de faillots du pouvoir bruxellois qui vont quand même être tentés de lui donner plus que si c'était vous et moi. Ça pose la question des conflits d'intérêts, un petit peu, forcément. Voilà, je n'osais pas employer le terme, mais quand même, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et tout ça se fait sur les frais du contribuable européen, et en tête les Français, les Allemands qui contribuent énormément, on va dire, pour le moins. Et finalement, on se rend bien compte que ce que vous décrivez, c'est finalement une caste qui prend le pouvoir, qui absorbe les richesses de ces pays, quasiment une sangsue, et qui ne veut pas partir. Et à un moment donné, on va arriver à un mur, et les populations européennes vont devoir réagir. Et elles sont en train de réagir, et c'est pour ça qu'il y a partout en Europe, sur proposition souvent de la Commission européenne,
ou d'autres instances, il y a quand même une volonté de fliquer les personnes, ouais, surveillance de l'Internet, punition de X, comme par hasard X, sur le fond. Parce que la DMA avait déjà puni Apple, qui était aussi une loi similaire, mais plus sur les structures et la concurrence. Mais la DSA, le premier qui l'a frappé, comme par hasard, c'est le réseau social le plus libre, le moins anti-russe, le plus proche de la droite souverainiste. C'est pas un hasard, qu'on me dise pas que c'est un hasard, parce que quand même, les autres réseaux sociaux et les autres GAFAM sont pas beaucoup moins gérants et ils ont pas trop modéré. Moi, je vois les gens, ne serait-ce que quand je reçois des menaces, il n'y a pas de modération. N'importe qui peut menacer n'importe qui sur les réseaux sociaux et je vois des ragots complotistes sur tous les réseaux sociaux. Et si vraiment ils voulaient bloquer la liberté d'expression pour défendre la démocratie et les belles valeurs humanistes, Al Jazeera serait interdit. Al Jazeera qui a toujours fait la propagande de plusieurs mouvements terroristes. Bizarrement, Al Jazeera a tout le loisir, mais bien sûr, on sait pourquoi. Nos hommes politiques sont tous liés au Qatar, pratiquement tous, et pas uniquement français. Ou alors l'Azerbaïdjan, les médias de l'Azerbaïdjan qui font une propagande arménophobe et anti-française et au moins aussi hostile que la propagande russe, quoique RT faisait pas de propagande violente. Tandis qu'on a beaucoup de médias turcs, azéris ou qataris qui sont vraiment sous le coup de la loi. On pas interdit. Vous voyez, on interdit des pro-iraniens, mais on n'interdit pas des pro-qataris, des pro-azéris qui ne sont pas mieux. C'est ça, donc, on a des indignations à géométrie variable suivant les intérêts qui sont en fait les intérêts de l'OIL, l'Ordre international libéral, qui est le terme inventé par John Hickenberry pour en fait masquer l'Empire américain. Mais bizarrement, l'Empire américain se débarrasse de l'OIL, mais nous le gardons. Et la Commission européenne poursuit le travail. Nous poursuivons le travail impérial anglo-saxon que les anglo-saxons eux-mêmes, avec le Brexit ou Trump, rejettent. C'est extraordinaire. Plus royaliste que le roi. Plus royaliste que le roi. Là, c'est la servilité suicidaire, parce que ça n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Mais ces élites-là, elles savent très bien que Trump n'est pas éternel. BlackRock, par exemple, c'est un démocrate. Elles savent très bien qu'il y a un chercheur, par exemple, il va gagner 80 000 euros par an dans certaines universités, il va avoir 800 000 en Europe pour le même job. Le découvreur du virus du SIDA, Montagnier, a immigré aux États-Unis. On l'a mis en retraite à 70 ans, il a continué jusqu'à 85 ans aux États-Unis. Donc ça montre bien que la capacité de l'Amérique à aspirer nos élites est énorme et c'est irrésistible.